Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Le débutant. Auteur Arsène Bessette. Au lecteur. L'auteur avait d'abord songé à demander à l'un de nos hommes illustres de lui écrire une préface pour son livre. Mais il y en a trop, ça l'a découragé, il n'a pas su lequel choisir. Il a craint aussi la concurrence. Si on ne lisait que la préface, sans lire le livre. C'est pourquoi ce modeste volume entre dans le monde sans parrain. C'est bien fait pour lui. L'auteur a écrit ce livre avec la plus grande sincérité, croyant faire œuvre utile en montrant aux naïfs et à la jeunesse inexpérimentée ce qu'on leur cache avec tant de soin. Il raconte ce qu'il connaît, sans se soucier de plaire à celui-ci ou de mécontenter celui-là. Par simple amour de la vérité, cette vierge que l'on viole si souvent, qu'il faut sans cesse lui acheter une robe nouvelle. Ce livre, il ne pouvait l'écrire autrement, puisqu'il l'a écrit comme il le pensait. Il a fait ce qu'il croyait bien. Le lecteur le jugera comme il voudra. Abbé. NBC est de l'histoire d'hier que l'auteur s'est inspiré pour écrire ce roman, mais cette histoire ressemble singulièrement à celle d'aujourd'hui. Des types du monde du journalisme qu'il présente au lecteur, beaucoup sont disparus, mais d'autres vivent encore. Quant aux personnages politiques dont il est question, ils sont de tous les temps, depuis la Confédération des provinces du Canada, jusqu'à nos jours. Et l'espèce ne paraît pas prête de s'éteindre, elle fait constamment des petits. Chapitre 1 Au champ. Parce qu'il était le plus intelligent de la classe, qu'il avait une jolie voix, et que c'était un élégant petit homme. À chaque examen, l'institutrice du 4e arrondissement, de la paroisse de Mamelmont, lui faisait lire l'adresse de bienvenue à monsieur le curé et au commissaire d'école. Cela ne lui plaisait guère, à cause des profondes révérences qu'il fallait faire au commencement et à la fin. Déjà, dans son âme d'enfant, il sentait l'humiliation des courbettes pour la dignité humaine. Mais l'institutrice était si gentille avec lui, elle avait une façon de lui caresser la joue qui lui eût fait faire bien d'autres choses. Signe précoce chez l'enfant, indiquant que plus tard l'homme joindrait à l'amour de l'indépendance le culte de la beauté. À 12 ans, Paul Miraut aimait mademoiselle Georgette Jobin, l'institutrice. Il l'aimait parce qu'elle avait de grands yeux noirs et la peau blanche, la taille souple et le geste gracieux, bref, parce que c'était une belle fille. Il est vrai qu'elle était bonne pour lui, qu'elle le traitait en favori, parce que l'admiration de cet enfant pour sa beauté la touchait comme un hommage sincère, sans l'ombre d'une mauvaise pensée. Souvent elle le gardait après la classe, l'amenait chez elle, le prenait sur ses genoux et le faisait causer. Le petit homme appuyait sa tête blonde sur cette poitrine au contour provoquant, respirait avec délice le parfum de cette chair de femme et tâchait de dire des choses jolies pour qu'on lui permît de rester plus longtemps, comme cela, à la même place. Et c'était toujours avec peine qu'il voyait approcher le moment où sa grande amie le remettait debout, en lui disant « Maintenant, mon petit, file vite, on pourrait être inquiet chez vous. » Elle lui donnait un bon baiser de ses lèvres chaudes, et il s'en allait avec l'impression de cette caresse, qui durait jusqu'au lendemain. Cet amour était toute sa vie du reste, car chez l'oncle Batèche, qu'il avait recueilli orphelin à 4 ans, l'existence n'était pas gaie. L'oncle n'était pas méchant, mais il avait ses opinions, des opinions que lui seul comprenait et qu'il s'efforçait d'imposer, chez lui pour se venger des rebuffades essuyées au conseil municipal de la paroisse, dont il était l'un des plus beaux ornements. À cet enfant de 12 ans, il voulait inculquer des principes sévères de vertu chrétienne, en même temps que le goût de la culture de la betterave, dont il aurait fait la grande industrie du pays, si on avait voulu l'écouter au conseil. Paul préférait les amusements de son âge à ses discours sans suite, mais il lui était impossible de s'échapper avant l'heure où le bonhomme partait pour son champ, ou bien s'en allait autre part. La tante Zoé ne valait guère mieux comme intelligence, cependant, elle avait plus de bonté de cœur. À sa façon, elle aimait bien le petit qui lui était arrivé tout fait, elle qui n'avait jamais pu rien concevoir, pas plus physiquement que moralement. Quand il était sage,
elle lui donnait un morceau de sucre, et l'affaissait s'il avait sali sa culotte en jouant avec ses camarades d'école. Tout de même, le ménage Batèche avait une certaine considération pour le neveu, à qui les parents avaient laissé une ferme en mourant, et $3000 d'argent prêté destinés, d'après le testament, aux soins de son enfance et à son éducation. En recueillant l'orphelin, l'oncle avait été chargé de l'administration de ses biens. Il les administrait le plus honnêtement possible, tout en s'appropriant la presque totalité des revenus de la ferme, en compensation de sa mise en valeur. Il y avait aussi la dîme au curé, les taxes municipales, la rente du seigneur à payer. L'argent file si vite. Un jour, Paul confia à sa tante un gros secret. Il voulait épouser l'institutrice. La brave femme s'en boucha les oreilles. C'était-il possible à son âge? Elle se promit de l'envoyer à confesse, au plus tôt, et ne dit rien. L'enfant, prenant ce silence pour une approbation, crut son projet de mariage parfaitement réalisable, et déjà, presque réalisé. Ce fut une joie innocente et profonde. Hélas, au moment où il croyait que ce beau rêve de toujours rester désormais, dans les bras de sa bien-aimée, allait s'accomplir, il fit la découverte. D'une chose affreuse, l'institutrice avait un amoureux, un grand. Il le connaissait bien, c'était Pierre Bluteau, le beau Pierre comme on l'appelait. Il avait la spécialité des institutrices, ayant fait la cour à toutes celles qui étaient passées par l'école. Il avait même été la cause d'un scandale, dont on s'abstenait de parler devant les enfants. Quand il passait sur la route à la tombée de la nuit, plus d'une honnête femme de cultivateur se disait « ben sûr qui s'en va voir la maîtresse ». Et l'on goûtait dans cette expression toute la saveur perverse d'une mauvaise pensée. On s'en confessait pour faire ses Pâques. Il savait tout cela, le petit Miraut, sans trop comprendre de quoi il s'agissait. Mais c'en était assez pour lui faire pressentir le danger que courait sa séduisante amie. Il aurait voulu la défendre contre ce danger, en défendant en même temps son amour. Mais comment faire? Il ne savait pas. Ce qu'il avait sur le cœur, il ne savait pas non plus comment l'exprimer. D'ailleurs, depuis quelque temps, l'institutrice le négligeait beaucoup. Il n'allait plus chez elle après la classe, et il ne pouvait lui parler que devant ses petits camarades. Un soir, il voulut la suivre, comme autrefois, elle le renvoya brusquement. Il en fut malade 8 jours. Quand il revint à l'école, l'institutrice parut à peine avoir remarqué son absence et s'informa distraitement de sa santé. Il en fut profondément blessé, et à partir de ce jour, il se livra avec acharnement au jeu pendant les récréations. Ses camarades ne lui plaisaient guère pourtant. Ils étaient pour la plupart malpropres, d'une brutalité révoltante et d'intelligence médiocre. Tous le haïssaient, du reste, parce qu'il était aimé de l'institutrice. Il ne se passait pas de jour sans que l'un d'entre eux ne fît un mauvais coup. Tous étaient menteurs, sournois, cherchaient à mettre leurs fautes sur le dos d'autrui, maltraitaient les faibles, une vraie humanité en raccourci. Un jour que le petit Dumas, le plus fort de l'école et le plus redouté, voulut jeter dans la boue un de ses compagnons, enfant chétif et déguenillé, parce qu'il refusait de porter son sac, au retour, après la classe. Paul Miraut prit la défense de l'opprimé, et fut battu. Le lendemain, le vaincu de la veille arriva à l'école, tenant un bâton dont le bout était armé d'une pointe de fer menaçante. Comme il s'y attendait, tous ses camarades se moquèrent de lui, et le petit Dumas, voulant prouver une seconde fois sa vaillance, s'avança, arrogant, pour lui arracher son bâton. Paul lui dit « Si tu approches, je pique. » Le groupe qui entourait les deux adversaires cria en chœur « Poigne-les! Poigne-les !» Mais Paul évita l'élan de son ennemi, fit un bond de côté et lui planta la pointe de fer dans le fessier. Ce dernier poussa un cri de douleur et se sauva à toutes jambes. Aussitôt, revirement complet, et les spectateurs de crier « Pique! Pique !» Paul Miraut, en souvenir de son exploit, fut surnommé Pique par tous les gamins de l'école. Le petit Dumas, comme tous les tyrans, était lâche au fond. La crainte de nouvelles piqûres
lui fit changer complètement d'attitude envers son ennemi, dont il s'efforça de calmer le ressentiment. Il commença par se montrer complaisant, empressé, puis servile auprès de lui. C'est ainsi qu'un jour, croyant l'amuser, il lui montre au-dessous d'une armoire fixée à la cloison séparant la salle d'études de l'appartement de l'institutrice, un nœud qu'il enlevait pour observer par le trou tout ce qui se passait dans la pièce à côté. Il ne put lui expliquer ce qu'il avait vu par là, quand l'institutrice abandonnait sa classe pour aller y rejoindre son amoureux, mais c'était ben drôle. Paul ne put résister à l'envie de savoir, et regarda par le trou. Ce qu'il vit, il ne le dit jamais. On entendit un cri étouffé dans la gorge, et il s'affaissa inanimé. On le releva, on le porta à son pupitre et il ouvrit les yeux, étonné de se voir entouré de ses petits camarades. L'institutrice, revenue dans la classe, une demi-heure plus tard, quelque peu décoiffée et les joues en feu, ne vit rien, ne comprit rien quand on lui apprit que le petit Miro avait eu une faiblesse, et sans interroger l'enfant, se contenta de le faire conduire chez l'oncle Batèche. Le lendemain, Paul n'osait lever les yeux sur l'institutrice. À chaque fois qu'elle l'interrogeait, il répondait sans la regarder. Aux heures de récréation, il se tint à l'écart. Il fut triste toute la journée. Mademoiselle Jobin finit par remarquer l'attitude morose de l'enfant et, après la classe, voulut le retenir pour le faire parler. Mais comme elle lui caressait la joue, de sa jolie main de belle-fille, il rougit, se rejeta en arrière, et avant qu'elle eût eu le temps de se remettre de sa surprise, il se sauva par la porte ouverte. Les jours suivants, elle essaya de pénétrer le mystère de cette âme enfantine, mais Paul se dérobait à ses questions comme à ses caresses. L'examen approchait, il fallait pourtant l'amadouer. C'était son meilleur élève, et le seul capable de lire convenablement l'adresse au curé et au commissaire d'école. Maintenant qu'elle avait perdu tout son empire sur lui, comment ferait-elle pour l'amener à accomplir un acte qu'il exécutait toujours avec répugnance? Comme elle s'y attendait, le petit homme refusa de lire l'adresse au prochain examen. Après avoir épuisé tous les moyens de persuasion possibles, l'institutrice se rendit chez l'oncle Batèche, qui était absent. Elle fut reçue par la tante Zoé et lui exposa la situation désespérée dans laquelle elle se trouvait. La bonne femme en fut consternée. Elle appela Paul, qui s'était sauvé furtivement dans sa chambre à l'arrivée de mademoiselle Jobin. Il s'avança tout penaud, et tout à coup, fondant en larmes, il vint se jeter dans les bras de sa tante. Tante Zoé parvint à le calmer en le gardant sur ses genoux. Elle lui demanda: « Pourquoi que t'aimes pas ta maîtresse à cette heure? Il paraît que tu y as fait de la peine. » L'institutrice ajouta: « Est-ce bien vrai que tu ne m'aimes plus? » L'enfant resta muet. Pauvre petit, les chailles ont mangé la langue. Paul se serra davantage sur la poitrine plate de sa mère d'adoption et demeura silencieux. L'institutrice voulut s'approcher, mais Paul s'écria, frémissant de tout son être: « Ne me touchez pas! Ne me touchez pas !» Quand mademoiselle Jobin fut partie, tante Zoé promit à son neveu un gros morceau de sucre du pays, dont il était friand, s'il voulait lui dire ce qu'il avait contre sa maîtresse. Outrée de son mutisme obstiné, elle le menaça ensuite de la colère de l'oncle Batèche, qui était terrible avec les petits. Promesses et menaces furent inutiles, Paul garda son secret. Enfin, le grand jour de l'examen arriva. L'école avait un air de fête ce matin-là. Le perron avait été balayé avec soin, et les vitres des fenêtres, lavées de la veille, brillaient au soleil. Dès 8 heures, petits garçons et petites filles en habits des dimanches, débarbouillés et peignés comme pour aller à la messe, arrivèrent par le chemin poussiéreux et, avant d'entrer, essuyèrent leurs bottines neuves, les uns avec leurs mouchoirs, les autres plus polissés sur l'herbe bordant la route. Paul Miro, le dernier venu, fit mine de passer tout droit, hésita un instant en apercevant l'institutrice dans la porte de l'école qui le regardait. Comme si elle eût deviné la cause de son hésitation, mademoiselle Jobin rentra et l'enfant, soudain résolu, alla rejoindre ses camarades.
Parce que l'oncle Batèche lui avait donné le poulain de la jument Brune, et la tante Zoé promis de l'emmener en bateau à Sainte-Anne-de-Beaupré. Il avait consenti à lire l'adresse au curé et au commissaire d'école, adresse qu'il savait comme sa prière, car c'était toujours la même formule servant depuis des années à toutes les institutrices à qui on avait confié l'école. L'auteur du petit chef-d'œuvre était un vieil instituteur qui avait autrefois porté la soutane. On le disait très pieux, on le vénérait pour sa réputation de sainteté, et changer un mot de sa composition, pour ses âmes simples, paraissait sacrilège. Par mesure de prudence, cependant, l'institutrice fit relire 2 fois la fameuse adresse à Paul, devant une rangée de chaises, en face de la table portant le prix destiné aux élèves. Ces chaises, la plus belle, celle du milieu, représentaient monsieur le curé qui tantôt viendrait s'y asseoir, les autres, les commissaires et le secrétaire de la commission scolaire, le jeune notaire du village, devant lequel toutes les institutrices de la paroisse se pâmaient parce qu'il était galant, joli garçon, et qu'il soufflait les réponses aux élèves embarrassés, à seule fin d'obliger ses admiratrices. Tout était prêt. Mademoiselle Jobin fit ses dernières recommandations à ses élèves. L'horloge, accrochée au mur blanchi à la chaux, sonna 9 heures. Un roulement de voiture se fit entendre sur la route. C'était le curé et sa suite qui arrivaient. L'institutrice avait mis sa plus belle robe, et elle était vraiment séduisante avec ses grands yeux noirs et son teint pâle, la taille cambrée dans son corset, quand elle alla recevoir, sur le seuil, les représentants de l'autorité religieuse et civile. Paul, au premier rang, l'adresse roulée dans ses 2 mains, la reluqua en dessous, et de la voir si gracieuse pour les autres, maintenant qu'elle le traitait avec indifférence, il se sentit bien malheureux. Tous les élèves de la classe étaient debout, lui restait assis. Concentré en lui-même, il ne voyait pas monsieur le curé passer, majestueux, devant les rangs de la petite armée écolière au complet. Quand tout le monde fut en place, mademoiselle Jobin dut le secouer par l'épaule pour lui faire comprendre qu'il était temps de lire l'adresse ornée de rubans roses, recopiée sur une large feuille parchemin. Paul se leva comme poussé par un ressort, fit quelques pas en avant, hésita, puis s'inclinant, dit « Très digne pasteur, messieurs les commissaires. » Que se passa-t-il à ce moment, dans l'âme du petit homme? L'adresse au ruban rose roula sur le plancher, et Paul Miraut se sauva avant qu'on eût songé à l'arrêter. Tout le jour, le pauvre orphelin, redoutant la colère de l'oncle Batèche, peut-être davantage les reproches de tante Zoé, erra dans les champs, se cachant derrière les buissons s'il voyait approcher quelqu'un de suspect. On devait tout savoir à maison, on était assurément à sa recherche, et il frissonnait de terreur à la pensée d'avoir à expliquer son étrange conduite. Il sentait qu'il avait eu raison de faire ce qu'il avait fait, mais comment le démontrer aux autres? Il se rappelait qu'au catéchisme, l'année de sa première communion, le jeune vicaire préparant les enfants de la paroisse à ce grand événement, lui avait prédit qu'il ne ferait jamais rien de bon. Et à propos de quoi? Parce qu'il n'avait pas bien répondu à une question sur l'enfer. Il redoutait de s'entendre répéter la même chose, beaucoup plus que la perspective d'une correction. Cet acte d'insubordination avait causé un énorme scandale à l'école. Monsieur le curé en profita pour démontrer, en un petit discours d'une demi-heure, le danger des caractères orgueilleux, et l'avantage qu'il y a pour un bon chrétien de pratiquer l'humilité et l'obéissance. Sa voix prenante et son geste onctueux firent verser quelques larmes au commissaire, et ses anathèmes épouvantèrent les petits-enfants. Quant à l'institutrice, comme elle le disait elle-même, elle n'aimait pas à se faire de la bile. Et aussitôt revenue de son ahurissement, elle profita de l'attention religieuse que l'on portait aux paroles de monsieur le curé pour s'attirer les bonnes grâces du jeune notaire en le fascinant de ses grands yeux prometteurs. Tout alla bien, du reste, le scandale causé par la révolte de Paul Miraut, suivi du discours du curé ayant abrégé l'examen. Quelques pages de lecture, un peu de catéchisme, quelques règles simples sur le tableau, la distribution des prix et ce fut tout. Les examinateurs partis, mademoiselle Jobin renvoya ses élèves, en vacances,
sans juger à propos de leur faire la moindre recommandation. Son beau Pierre n'était pas loin. Écoliers et écolières s'en allèrent joyeux, riant, se culbutant, pressés d'aller raconter ce que leur camarade, le petit Miro, avait fait. Des voisins charitables, aussitôt mis au courant de l'aventure, s'empressèrent de prévenir le tuteur du vaurien et sa vertueuse épouse. L'oncle Batèche jura en apprenant la nouvelle, tandis que la tante Zoé, au comble de la désolation, ne savait que répéter « Mon doux Jésus, miséricorde ». Le premier mouvement de colère passé, le brave homme réfléchit qu'il ne fallait pas, pour sa réputation et dans l'intérêt de sa bourse, abandonner l'orphelin, et il se mit à la recherche du petit. Il chercha dans l'écurie, la grange, le hangar, dans tous les coins où il soupçonnait qu'il aurait pu se cacher, puis parcourut les champs et les bois du voisinage, appelant Paul en vain. La nuit venait quand il rentra à la maison, et la tante Zoé se lamenta comme une femme en couche, en apprenant que le petit était introuvable. L'adhérer au hasard, arrivé sur le bord d'un ravin profond, une coulée, comme on disait à Mamelmont, l'enfant fugitif s'était glissé sous un buisson formé de cerisiers enchevêtrés de vignes sauvages, et jugeant la retraite sûre, il s'y était endormi profondément. Quand il s'éveilla, il faisait nuit. Torturé par la faim et frissonnant de frayeur, il n'eut plus qu'une pensée, retourner vite à la maison. Malgré l'ombre qui s'étendait sur les champs silencieux, il n'eut pas de difficulté à retrouver la route qui allait d'un bout à l'autre de la ferme, et après un quart d'heure d'une course à perdre haleine, il arrivait tout essoufflé, au seuil de la demeure de son oncle. Il entendit parler dans la cuisine, où l'on remuait de la vaisselle, et s'arrêta pour écouter la conversation. L'oncle Batèche disait « Il y a un bout, pour le laisser varnailler. Je veux pas qu'il fasse un bon à rien. On va le reine farmer. Et vous? C'est ben simple, Batèche, il faut qu'il s'instruise, comme dirait son défunt père, on va le mettre au collège de Saint-Innocent, là ils sauront ben le dompter. » Paul ne savait pas au juste ce que c'était qu'un collège, mais il aimait l'étude, il voulait s'instruire. La résolution prise par son tuteur le laissa parfaitement indifférent, dans l'état de détresse où il se trouvait. La perspective de jeûner jusqu'au lendemain et de coucher dehors le préoccupait uniquement à cette minute solennelle du retour au bercail. Sans en entendre davantage, il pénétra dans la pièce où l'oncle et la tante mangeaient sans appétit leur bol de pain trempé dans du lait, le miton, le mets favori des vieux époux. On ne lui dit rien. La tante le fit asseoir à sa place habituelle, où, les yeux en même temps humides de chagrin et de satisfaction, il mangea comme un petit crevé. Puis, il s'endormit sur le bord de la table et la tante Zoé le prit dans ses bras pour le bercer. Ce retour au foyer, par une belle nuit de fin de juin pleine d'étoiles, Paul Miro ne devait jamais l'oublier. Plus tard, devenu homme, il apprendrait à ses dépens combien il est difficile de faire triompher des opinions qui ne sont pas celles de tout le monde, tout en gagnant son pain quotidien. Toujours, lui reviendrait à l'esprit cette escapade d'enfant obéissant à l'instinct de liberté, le souvenir de son isolement pitoyable, de la faim qui lui tortura les entrailles, du grand calme de la nature en face de son désespoir, de sa course dans la nuit vers la petite lumière, là-bas, sur cette terre féconde et humide de rosée à laquelle l'oncle Batèche ne demandait qu'une forte production de betteraves, tout en cultivant autre chose. Il ne devait pas oublier non plus, cet orphelin privé dès l'âge le plus tendre des soins maternels, la pitié passagère de tante Zoé pour sa détresse, et son réveil dans les bras de cette femme, dont la maigreur paraissait se gonfler quelque peu, s'animait enfin, au contact de la tête blonde de l'enfant qui reposait sur son ingrate poitrine. Ce souvenir devait l'empêcher plus tard de maudire son semblable, injuste et méchant à son égard, en lui faisant comprendre que chez tout être humain réside une bonté native et secrète, étouffée souvent par l'ignorance, le préjugé, le fanatisme de certaines éducations, l'intérêt mesquin et rapace, et qu'il ne s'agirait que de réformer l'état social, d'éclairer les hommes pour les rendre meilleurs. Les jours qui suivirent se passèrent sans incident remarquable pour Paul Miro. L'oncle et la tante Batèche le laissèrent jouer et courir à sa guise dans les champs. Le poulain de la jument brune,
ne lui fut pas enlevé. Jusque vers le mois de septembre, il ne fut question de rien. À cette époque, son tuteur fit un petit voyage à Saint-Innocent, chef-lieu du comté de Belle-Marie, où s'élevait, à côté de l'église, l'imposant édifice du collège. Quelques semaines plus tard, conduit par l'oncle Batèche, le petit orphelin faisait de bonne grâce son entrée au collège. Au collège comme à l'école, Paul Miraut fut un très brillant élève, et c'est à son application à l'étude, à sa facilité d'apprendre et de résoudre les problèmes les plus abstraits, qu'il dut de ne pas être renvoyé, 20 fois plutôt qu'une, chez son tuteur, pour avoir manqué d'obéissance. Malgré la règle sévère de la maison, ses professeurs le surprenaient souvent, caché dans quelque coin, lisant des livres défendus que lui apportait secrètement Jacques Vaillant, ou bien, dissimulé derrière les bosquets, au fond de la cour du collège, regardant l'herbe pousser et les oiseaux voltiger sur les branches. Selon la saison, il choisissait ses sujets d'étude durant les heures consacrées aux pieuses méditations. Ses professeurs, de même que le vicaire qui l'avait préparé à faire sa première communion, lui prédirent qu'il ne ferait jamais rien de bon. À 20 ans, il avait terminé ses études et revenait prendre place au foyer de ses parents d'adoption. Qu'allait-il faire? Il n'en savait rien. Au collège de Saint-Innocent, on ne s'occupait que de diriger ceux qui avaient la vocation religieuse. L'oncle Batèche voulut qu'il se fît curé pour goûter le suprême bonheur d'aller finir ses jours dans un presbytère, dont la bonne Tanzoé serait la ménagère. C'était, disait-il à son neveu, le meilleur métier, pas de mauvaise récolte, ben logé, ben nourri, tout à soi en ce monde, et le ciel dans l'autre. Paul Miraut ne mordait pas à l'amorce. Alors, l'oncle lui proposa la culture de la betterave en grand, il y avait une fortune à faire. Ah, si le conseil municipal de Mamelmont avait voulu adopter son plan. Les avocats aussi gagnaient pas mal d'argent, et les médecins qui vendaient 30 sous une petite boîte de pilules ou un emplâtre ne se mouchaient pas avec des quartiers de terrine. Le jeune homme évitait toute discussion et passait son temps à lire ou à se promener dans la campagne. Sa chambre était encombrée de livres qu'il avait rapportés d'un voyage à Montréal, et l'oncle Batèche ne comprenait pas qu'on puisse dépenser tant d'argent pour du papier et s'amuser à lire un tas de menteries. Cependant, il n'osait pas crier trop fort, son pupille arrivait à sa majorité, et il lui faudrait rendre ses comptes qui étaient pas mal embrouillés. Vint l'automne et Paul se prit d'une grande passion pour la chasse. Il partait le matin, le fusil sur l'épaule, quelques tartines de pain dans son sac, et ne rentrait que le soir, harassé de fatigue, quelquefois bredouille, mais rapportant souvent 2 ou 3 perdrix, un lièvre ou quelques écureuils. Par un beau soir du mois de novembre, alors que la pourpre crépusculaire teignait de rougeoyantes couleurs les branches dénudées et le tapis de feuilles mortes, au bord d'une clairière, le jeune homme aperçut une perdrix qui roucoulait sur un tronc d'arbre à demi renversé. Épauler, viser et faire feu fut pour lui l'affaire d'une seconde. Quelques morceaux d'écorce volèrent, et à travers la fumée de la poudre, le chasseur vit l'oiseau blessé prendre son vol pour aller s'abattre à 200 pas, dans un chaume doré, sur la lisière du bois. Heureux de son exploit, il courut vers sa victime agonisante. Il se baissa pour la saisir, mais battant des ailes, la perdrix lui échappa en lui laissant des plumes sanglantes aux doigts, et s'élevant péniblement de quelques pieds au-dessus du sol, alla retomber un peu plus loin. Le soleil était disparu derrière la montagne là-bas. Il ne restait plus que de vagues lueurs de jour pour éclairer les tiges d'avoine coupées sur lesquelles l'oiseau gracieux, criblé de plomb, par soubresauts, les plumes hérissées, les pattes en l'air, faisait ses dernières résistances. Impressionné malgré lui, le chasseur s'approcha, se pencha sur le gibier agonisant, et il lui sembla que les yeux vitreux de la bête innocente se fixaient sur lui, cependant que dans le calme de la nuit tombante, l'écho lui apportait le glas des trépassés, du clocher du village de Mamelmont. La perdrix ne remuait plus, elle était morte, et il restait là, sans oser lui toucher, fasciné par la fixité de ses yeux toujours ouverts. Les ténèbres envahirent la plaine. Alors, il se décida à mettre le gibier dans son sac pour rentrer à la maison.
Tout en poursuivant péniblement son chemin à travers les prés coupés et les guérets, une pensée l'obséda. Il se posa à lui-même cette question. On prétend que l'œuvre de la création est parfaite, alors pourquoi faut-il tuer pour vivre? Sans découvrir la solution. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.